Imagine ton président, c'est Juan Laporta. Non, je rigole. Non mais par contre, imagine quand même. Hein. Quand j'ai fait cette vidéo, il y a encore des Barcelonais qui m'en ont voulu parce que par clubisme, ils veulent défendre leur président. Alors que je pense sincèrement qu'il n'y a pas plus ennemi du Barça que ce mec. Il est plus ennemi du Barça que je ne le suis moi-même. Imagine la perf. À quelques jours des élections présidentielles, Xavi vient de balancer une véritable bombe en interview. Dans un long entretien, il est revenu sur son éviction du Barça qui était programmée bien avant la date annoncée par le club, puisqu'il explique qu'Hansi Flick était déjà au courant qu'il allait devenir le nouvel entraîneur du Barça, alors même que le discours de Juan Laporta était que Xavi allait rester une saison de plus. Tout était déjà ficelé entre l'entraîneur allemand et le Barça, au moment même où Juan Laporta était le premier soutien de Xavi dans les médias. Ce qui veut donc dire qu'il a non seulement menti à Xavi, mais qu'il a non seulement menti aux sociaux, c'est qu'il a pris tout le monde pour des cons. Xavi explique qu'Hansi Flick est venu chez lui pour s'excuser de la situation, car il ne pouvait évidemment contractuellement rien dire, mais qu'il était évidemment peiné de la situation pour la légende du Barça. Xavi revient également sur le non-transfert de Léo Messi, il explique que tout était bouclé entre le club et lui, que la Ligue avait même validé le contrat du joueur, mais que par ego, et parce qu'il savait que Messi allait s'opposer à lui au niveau médiatique, eh bien, Juan Laporta a fait capoter le retour de Lionel Messi au Barça. Si Lionel Messi est donc revenu dans les locaux du Barça et est reparti en étant énervé, c'est bien parce que Juan Laporta lui a mis une banane. Il y a même pas 2 semaines, Juan Laporta a donné une interview où il expliquait qu'il avait croisé Messi au Ballon d'Or et que ce dernier avait refusé de lui adresser la parole, mais qu'il ne savait pas pourquoi. Regardez comment il prend les gens pour des cons. Tu m'étonnes que Messi lui en veut vu qu'il a fait capoter le transfert. Il passe son temps à dire à tout le monde que c'est Messi et son père qui ont voulu signer à l'Inter Miami, alors que Xavi est en train de vous dire le contraire. Et le problème dans cette histoire, c'est que c'est pas la parole de Xavi contre celle de Laporta, puisque la famille de Messi est d'accord avec Xavi. Il valide les propos et l'interview de Xavi. Tout le monde donc vous explique que Juan Laporta ne fait que mentir, mais il y a encore des supporters du Barça qui vont le soutenir. Pareil, il y a eu une confrontation avec son opposant numéro 1 pour la présidence du Barça, Victor Font. Même si ce dernier n'a aucun respect pour lui, il a encore attaqué sur sa gestion catastrophique des finances du club. Il a tenu à lui serrer la main et regardez l'attitude de Juan Laporta qui agit comme un enfant gâté parce qu'il ne supporte pas que quelqu'un dise les termes sur ce qu'il fait, sur sa gestion du club, ainsi que sur ses mythos. Donc en réalité, être fan d'un club, c'est bien, mais encore faut-il ne pas être aveuglé par son amour du club. Juan Laporta est l'ennemi numéro 1 du Barça. Quand il vous dit que le Paris Saint-Germain a mis 250 millions d'euros sur Lamine Yamal et qu'il a refusé, je peux vous assurer qu'il ment. Tout le monde vous dit qu'il ment. Encore une fois, seul un supporter aveuglé, mais surtout un énorme haineux du Paris Saint-Germain, peut encore croire ce que raconte ce mec. Moi, personnellement, qu'il soit à la tête du Barça, ça m'arrange, vu comment il est incompétent. Par contre, la seule chose que je lui demande, c'est de retirer le Paris Saint-Germain de sa bouche, parce qu'on n'en peut plus. Laporta allume Xavi et lui répond de la meilleure des manières. Sur ça, les gars, il a tout à fait raison. Où ça va encore plus loin, même Tebas a démenti ce que Xavi a raconté sur le retour de Messi, en disant qu'il a jamais donné son accord. Attendez, bougez pas, je vous explique. Hier, vous avez entendu tout ce que Xavi a dit sur Laporta. Et Flick a répondu: je comprends que Xavi puisse être blessé, car Flick a obtenu des victoires avec les mêmes joueurs avec lesquels Xavi perdait. Et le pire, c'est que Flick avait moins de joueurs. Je comprends ce qu'il ressent à ce sujet, mais ce qui me blesse, c'est qu'il se soit laissé manipuler et qu'il ait cherché à me nuire en s'attaquant à quelqu'un de mon entourage proche. Et cela me perturbe. Echeverria et Just figurent parmi les plus fervents défenseurs du maintien de Xavi. Pourquoi jusqu'au moment où il était encore possible de le défendre, il y a eu une volonté de polluer l'atmosphère et de susciter la polémique. Tebas a clairement dit que la Liga n'a rien autorisé pour Messi, il n'y avait pas de hockey. Laporta a clairement déclaré que Flick voulait de Deco, que si Deco part, Flick part. Donc elle est là, l'arme de Laporta. Il a le soutien des joueurs, le soutien du coach et même le soutien de Tebas. En tout cas, je trouve que Laporta s'est bien défendu et j'ai hâte de voir la suite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. On sait tous très bien à quel point Messi il est important au Barça. Et j'espère pour Laporta que Xavi lui a pas tiré une balle dans le pied. Vous avez déjà vu les déclarations comme quoi Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre, des salaires et il ne pouvait pas se le permettre. Après peut-être qu'au final avec l'arrivée de Messi, il y aurait plein de contrats qu'on n'aurait pas pu prolonger. Mais il y aurait aussi certainement eu des départs. Peut-être Ferran, peut-être Araujo. On n'aurait pas recruté Dani Olmo parce qu'il aurait été d'aucune utilité. Vu que t'as Messi du coup, tu aurais pu tourner avec Messi et Fermin. Peut-être que Lewandowski ne serait pas resté une saison de plus ou serait peut-être parti plus tôt car ça aurait pas été viable. Mais le fait que Laporta nous ait empêché cette fumée, Messi, Lamine, moi dans le fond les gars, je peux pas faire comme si ça en était. J'avoue j'ai le seum et j'ai mal. Parce que Messi on l'a même propagandé quand on a entendu des rumeurs en début de saison. Et de savoir que ça aurait pu être possible et que c'est Laporta qui n'a pas accepté. Après il a ses raisons, personne connaît les finances du Barça. Mais pour Messi, pour la légende que c'est, je pense qu'on aurait pu faire des concessions. En tout cas, j'ai hâte de voir comment Laporta va se défendre parce que Xavi vient de l'allumer et tout à l'heure, Font va l'enterrer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie.
Conférence d'avant-match de Hansi Flick, il est têtu, pour lui sa ligne haute n'est pas le problème. Accompagné de Garcia, l'un des meilleurs gardiens du monde. Attendez, je ne vais pas vous expliquer. Tout d'abord, Garcia, nous abordons ce match avec beaucoup d'enthousiasme. Nous savons qu'il y aura un match retour, mais nous sommes sûrs qu'ils donneront tout ce qu'ils ont. Nous devons tirer des leçons du match de coupe contre l'Atlético. Ah, c'est bête de se manger 4-0 à l'aller, ça je vous confirme. J'avais déjà dit après la victoire 4-0 contre l'Atlético que nous allions tirer des leçons. Nous sommes une jeune équipe et nous avions bien compris. Nous allons apprendre de nos erreurs et tout donner lors du match aller de demain. Vous avez intérêt, moi je serai au stade. Lors de la phase de groupe contre Newcastle, nous avons bien joué, mais nous pouvons encore progresser sur certains points qui nous ont posé problème. Il explique Flick que demain on s'attend à une ambiance formidable, une équipe qui donnera tout, sachant que Eddie Howe a dit clairement que c'est le match de leur vie, que c'est l'un des plus grands matchs de leur histoire. Qu'ils ont analysé le match nul contre l'Atlético et qu'ils veulent améliorer la défense, car la défense est cruciale en Ligue des Champions. Il explique qu'en Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde, qu'il y a beaucoup d'argent et que demain, on doit montrer au monde entier notre philosophie. Le moment choisi pour l'interview de Xavi, il a dit c'est à Xavi de s'expliquer. Il a une très bonne relation avec lui, que lui, il rentre pas dedans et que tout reste privé, qu'il sait ce qui se passe. Et sur la titularisation de Rashford, je ferai une vidéo. Et comme d'hab, il est borné avec sa ligne haute qui pour lui n'est pas le problème. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en lui. Rashford pourrait être titulaire demain, Flick en a parlé en conférence, attendez, bougez pas, je vous explique. Je n'ai pas encore décidé, mais Marcus pourrait être une bonne option demain. Allez demander aux supporters de Newcastle, bien avant qu'il affronte Newcastle avec le Barça, Rashford a toujours été une bête noire pour Newcastle, même quand il joue en Première Ligue. Donc oui, on pourrait démarrer avec un avantage face à un des adversaires préférés de Marcus Rashford, mais maintenant, c'est où le jouer, dans quel système l'introduire. On sait qu'on a Rafinha qui s'est reposé, qui sera titulaire, on sait qu'on a Yamal. Maintenant, la question c'est qui sera le numéro 9, qui sera le numéro 10. Je vois mal Flick faire ça, mais s'il met son Rashford, c'est qu'il met potentiellement Rafinha en 10 au vu de l'irrégularité de Fermin et Olmo, et du coup Rashford à gauche. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de satisfaction avec Rafinha en 10 et Rashford à gauche et Yamal à droite. Ou s'il veut vraiment inclure son Rashford, c'est le mettre en 9, à la place du coup de Ferron qui n'est pas en confiance, et Lewandowski qui pourra pas mettre l'intensité en termes de pressing. Tout dépend de comment voudra cela jouer Flick. Soit miser sur les longs ballons, les centres, et du coup compter sur un Lewandowski, mais beaucoup moins de pressing de la part de son numéro 9, car Lewandowski ne peut pas le faire, il peut le faire uniquement intelligemment, il a plus 25 ans. Soit miser sur Ferran Torres qui se trouve toujours dans le bon espace, mais qui a un réel problème à la finition actuellement, et qui est en manque de confiance. Donc est-ce que le Saint-James Park ce serait pas trop pour lui? Ou innover en jouant Rashford en pointe, sachant que ça peut permettre entre lui, Lamine et Rafinha, mais on l'a jamais vraiment essayé, donc on sait pas ce que ça pourrait donner. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en lui. De toute façon, au vu des matchs importants qui arrivent et au vu de comment Flick va devoir faire tourner afin d'équilibrer les minutes, vous allez voir à quel point cette perte de Frenkie de Jong elle fait mal. Parce que quand c'était tout beau lorsqu'il y avait Pedri et Bernal sur le terrain, sachant que Pedri est capable de bonifier n'importe quel milieu de terrain, peu importe avec qui il jouera, il le rendra meilleur, sans pour autant minimiser la qualité de Bernal. Mais lorsqu'on donne le milieu de terrain à Bernal et Casado, on voit que c'est compliqué. Donc lorsqu'il faudra faire souffler Pedri au vu de tous les matchs importants qui arrivent, c'est là où l'absence de Frenkie de Jong elle fera mal. Et elle aurait pu faire très mal hier. Parce qu'on a vu, ce qui a changé le match, c'est l'entrée de Pedri. C'est lui qui te l'a changé tout seul et qui en plus de ça a été passeur. Je veux bien entendre que De Jong n'est pas parfait. Je veux bien entendre que lorsqu'il y aura Gavi à 100%, Bernal et tout le blabla, il y aura une concurrence, c'est vrai. Si De Jong ne fait pas assez, Flick redistribuera les cartes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut banaliser son importance au sein du club. On a très bien vu lorsque Pedri était blessé, même si l'absence de Pedri faisait beaucoup de mal, lorsque De Jong a pu jouer à son poste, il a fait du bien. Et on a vu une très bonne version de Frenkie de Jong. En tout cas, on espère qu'il revienne le plus vite possible afin d'être là pour les autres matchs importants de la saison et que Flick est un joueur de confiance en plus, pouvant jouer 6 ou 8 pour faire souffler des joueurs sans perte de qualité, Bernal ou Pedri. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en lui. Encore plus grave que prévu, on a perdu Ferran Torres. Perte de confiance déclarée par Flick en conférence. Le manque de buts de Ferran. En tant que numéro 9, on est toujours associé à son nombre de buts et c'est sa situation. Peut-être qu'en ce moment, il n'a simplement pas de chance. Et c'est sûr que sa confiance n'est pas à 100%. Nous devons l'aider et nous le ferons. En gros, il travaille pour lui refaire prendre confiance. Ce qui veut dire que je pense même qu'à son prochain but, sauf s'il met un but archi important, un but archi décisif dans un gros match, je pense les gars qu'on n'aura pas le droit aux célèbres chutes et je vous entends pas. Parce que lui-même, il est conscient de ce qu'il traverse actuellement. Et là où tu vois la perte de confiance de Ferran Torres, c'est que de base, Ferran Torres, c'est un crevard. C'est un gros crevard, c'est quelqu'un qui croque les actions. Et quand sur cette action, il n'a pas repris en une et qu'il a préféré faire une remise à Rashford, c'est là que j'ai compris qu'il n'était pas en confiance. Après, c'est pas pour autant qu'on doit brosser, caresser quelqu'un dans le sens du poil. On juge des performances. Quand il fait un bon match, on le dit. Quand il fait un mauvais match, on le dit aussi. En tout cas, on espère qu'il retrouvera rapidement le chemin des filets. Et dans tous les cas, le football, c'est comme ça, c'est la concurrence. Si malheureusement il n'y arrive pas, Flick finira par faire des choix forts et titulariser Lewandowski. Déjà, on verra qui sera titulaire face à Newcastle. Moi, je pense que ce sera Lewandowski. Mais bon, on sait jamais avec Flick. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance aujourd'hui. Deux ont eu la même blessure, mais par manque de sérieux de la part de Nico Williams, nous sommes actuellement sur deux trajectoires totalement différentes. Tandis que Lamine Yamal, lui, est en train de progresser
a guéri et a clairement changé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal serait devenu plus professionnel. Il a pris conscience de l'importance des différents traitements à réaliser pour se soigner de la pubalgie. Lamine Yamal est le numéro 10 du FC Barcelone. Il a une pression médiatique énorme. Il est critiqué à chaque mauvaise performance. Il joue au Barça. Chaque mauvais résultat lui est mis sur le dos et il joue des plus gros matchs. Plus de pression. Donc il était obligé d'avoir ce choc pour travailler dur et guérir. Alors que Nico Williams, c'est tout le contraire. Il est dans son concon à Bilbao. Et au final, ils ont manqué de sérieux sur son traitement. Et il est encore en train de traîner sa pubalgie. Et quand tu regardes les 3 dernières saisons, prenant celle actuelle, il régresse. Alors que Lamine, c'est l'inverse, il monte en puissance. Alors que les deux ont commencé la saison sous pubalgie. Comme quoi, si Nico Williams était venu au Barça cet été, ça aurait pu être totalement différent. J'espère qu'au moins il sera prêt pour la Coupe du Monde. Lamine a compris qu'il devait suivre à la lettre tous les conseils et les consignes des spécialistes. Il s'est concentré à 100% sur le foot, en laissant de côté les réseaux, en étant bien plus discret, et en suivant les recommandations des gens qui l'entourent, qui auraient une influence positive sur lui. Comme quoi, à ce qui paraît, il a un entourage de merde. Bref. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Xavi est actuellement en train de lâcher des bombes sur Laporta. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Tout simplement car demain il y a le débat entre Laporta et Fonte. Et tout ce que Xavi vient de déclarer, sachant que Xavi est avec Victor Fonte, Fonte pourra l'utiliser contre Laporta demain. Il a frappé dans quelque chose de fort en déclarant que Lionel Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde 2022. Tout était fait. Nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Quand tu sais l'amour que les fans ont envers Messi, de clairement pointer du doigt Laporta, sachant qu'on sait que c'est à cause de lui qu'il est parti. Si maintenant c'est encore une fois à cause de lui qu'il n'est pas revenu, ça va coûter cher pour Laporta. Mon intérêt est de dire la vérité, à savoir que Messi ne retournera jamais à Barcelone simplement parce que Laporta ne le veut pas. Il affirme aussi qu'il reviendra plus jamais au Barça, que c'est fini, qu'il a déjà fait son temps là-bas en tant que joueur et entraîneur. En parlant de lui-même, Xavi. Laporta m'a limogé de mon poste d'entraîneur sans me dire la vérité, sous l'influence de quelqu'un qui je crois est au-dessus du président lui-même, à savoir Alejandro Echevarria. Autrement dit, c'est Alejandro qui m'a limogé. Il dit qu'il a demandé au Barça Zubimendi une chose qu'on savait déjà, mais que le Barça n'avait pas les moyens. Sur le fait que Xavi voulait vendre 10 joueurs de l'effectif, c'est un mensonge inventé par Laporta. Il est revenu sur le moment où Xavi voulait partir, que c'est Laporta qui l'a convaincu en disant qu'il voit pas le nouveau Camp Nou sans lui, les 125 ans d'anniversaire sans lui. Il achète Xavi quoi, pour finalement le virer sans lui dire la vérité, parce qu'il estimait qu'il avait trouvé meilleur flic et que Xavi avait parlé de la situation financière du Barça. La place de Laporta actuellement est en danger à cause des bombes de Xavi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Là les gars, c'est ce que je vous raconte depuis le départ. Quand c'est pour balancer des fake news sur Yamal, il y a du monde. Mais pour dire la vérité, il n'y a plus personne. Et du coup, le mensonge reste dans la tête de certains qui ne s'informent pas assez. On avait vu beaucoup de tweets, beaucoup de vidéos sur des gens qui réagissaient sur le fait que Lamine Yamal ne signera plus d'autographes gratuits. Il est désormais possible que les autographes soient payants. Beaucoup nous ont expliqué qu'il a pris le melon, qu'il a pris la grosse tête, qu'il a plus les pieds sur terre, que même Messi n'avait jamais fait ça, blabla, qu'il se prend pour qui, qu'il est détestable et arrogant. Alors que beaucoup ne savaient pas qu'au Barça, et même dans les autres équipes, il y a des agents spéciales qui viennent devant pour faire signer des articles afin de les vendre plus cher. Il y a un réel business autour de ça et ça a agacé certains joueurs du Barça. Mais quelques semaines plus tard, on a vu plusieurs fois le joueur signer quelques trucs et on a vu personne venir parler. Personne. Le nombre de trucs faux que certains s'amusent à relayer juste pour faire plus de vues ou pour salir le joueur gratuitement, je pense que vous vous rendez même pas compte. Mais bon, c'est moi qu'on préfère insulter dans les commentaires. Et comme je le dis et je le répète tout le temps me donne raison. Vous avez dit la même chose pour les signatures, vous m'avez insulté. Maintenant, qui en parle? Personne. J'ai encore eu raison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je vois beaucoup de vannes sur Rafinha actuellement en expliquant qu'il sert uniquement à faire la célébration avec Yamal. Mais les gars, faites attention, ne parlez pas trop vite, vous allez vous perdre dans votre propre jeu. On sait tous que c'est compliqué pour Rafinha cette saison, il enchaîne les blessures musculaires, il y a eu des rechutes, il manque de rythme. Mais là, on arrive dans les moments importants de la compétition, que ce soit en Liga, où aucune perte de points n'est tolérée, et en Ligue des Champions. On va affronter Newcastle mardi. Depuis le temps, on aura enfin un grand match où ces trois-là seront ensemble. Le seul problème qu'il y a actuellement au Barça, c'est de la fatigue. Rafinha l'a lui-même déclaré et il a dit que lui au moins il a pu se reposer, donc il sera frais pour affronter Newcastle. Et avec ces trois-là à leur meilleur niveau, on peut aller chercher quelque chose en fin de saison. Donc ne commencez pas à négliger Rafinha, parce que quand on va arriver en LDC, vous allez commencer à crier Rafi Coco Jojo. Laissez-lui prendre du rythme, retrouver des automatismes. Je pense que maintenant, dans l'instant présent, les titulaires au Barça, en attaque, ça va être Lewandowski, Yamal, Rafinha, au vu de la perte de confiance de Ferran Torres, et que Ferran Torres va retrouver de la confiance en étant super sub et en rentrant, en marquant comme il avait l'habitude de faire. Mais n'enterrez juste pas trop vite Rafinha, car on sait tous de quoi il est capable dans les moments clutch. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.
Une des images les plus folles de l'histoire du foot de ces dernières années. Le chaos total en plein match avec plus de 23 expulsions au Brésil. C'était la finale du championnat de Minas Gerais entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro. Une bagarre générale a éclaté dans les dernières secondes de la rencontre et a débouché sur un record historique de 23 cartons rouges distribués. Tout s'est joué dans les derniers instants du temps additionnel suite à un contact rugueux dans la surface de l'Atlético entre Christian qui est allé percuter le gardien Everson de l'Atlético Mineiro. Furieux, ce dernier a immédiatement répliqué en bousculant son adversaire et en lui tombant dessus genou en avant, ce qui a immédiatement alerté ses coéquipiers de Cruzeiro qui ont accouru vers la situation et qui ont commencé à frapper le gardien. Le terrain s'est alors transformé en véritable champ de bataille, une situation qui est rapidement devenue incontrôlable. Des échanges de coups de poing et de coups de pied et autres prises de MMA ont été données entre les deux équipes. Impossible de savoir qui frappait qui. Hulk a même tenté de s'interposer avant d'en découdre lui aussi finalement. Les images sont d'une extrême violence et on notera tout de même le coup de pied sauté de Romero sur Everson. Et pour tenter de séparer les deux équipes, la sécurité du stade et même la police militaire armée ont dû rentrer sur le terrain, pendant que les staffs essayaient tant bien que mal d'essayer de calmer les joueurs. Et après de très longues minutes de confusion, l'arbitre a évidemment mis fin à la rencontre, avant de faire le rapport le plus salé de l'histoire du foot. La sentence est donc tombée, 23 joueurs ont été expulsés, 12 pour Cruzeiro et 11 pour l'Atlético Mineiro. Un record absolu au Brésil effaçant définitivement l'ancien record qui était de 22 expulsions au cours d'un fameux match entre Rio et Sao Paulo de 1954. Ça faisait donc 70 ans que le Brésil n'avait pas vécu une telle scène de violence au cours d'un match professionnel. Et moi personnellement, ça m'a rappelé l'un de mes matchs de U13 entre Sevran et Villepinte. C'est la fameuse anecdote du pot de fleurs que si vous ne connaissez pas, eh bien tant pis pour vous, fallait être sur mes lives.